toutes et à tous et bienvenue dans les tables rondes d'Evinaria. On démarre un cycle consacré au burn-out avec 5 webinaires. Le premier sera consacré à la définition médicale, juridique, sociale et managériale du burn-out. La deuxième au profil du burn-outé. La troisième sera consacrée à la reconnaissance du burn-out. La quatrième sur la réparation et reconstruction après un burn-out. Et en cinquième session, nous traiterons de la prévention du burn-out. Alors, pour faire ces tables rondes, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Siméona Clément, qui est médecin du travail inter-entreprise dans le BTP, en région parisienne. J'ai également Diane Lemoine et Florence Monteil qui l'accompagnent. Elles sont toutes les deux avocates à LM Avocat à Paris, un cabinet spécialisé en droit du travail et de la sécurité sociale. Et puis, du cabinet Dranem Conseil RH à Brest, qui fait partie du réseau RPBO, consultant RH, bilan de compétences et reconstruction post-burnout. Avec ça, j'ai également le plaisir de vous indiquer que Xavier est l'auteur d'un livre consacré au burn-out et qui s'appelle Burning Out. Et pour ma part, je suis l'auteur de Paradoxe du burn-out. Alors, on va commencer cette session avec la définition médicale. Donc, je donne la parole à Siméona, qui va nous présenter le burn-out du point de vue médical. Alors, bonjour à tous. J'ai pris cette session un peu à la va-vite depuis hier, donc j'espère que je vais assurer. Donc, le burn-out, c'est vrai que c'est une notion un petit peu nouvelle. Burn-out, c'est un terme anglais. En français, on peut dire que c'est un syndrome d'épuisement professionnel, mais ça veut dire quoi en fait? Un épuisement professionnel, c'est très large aussi. C'est plusieurs symptômes qui se traduisent par un épuisement physique, un épuisement émotionnel, un épuisement mental, qui résulte des situations de travail qui peuvent être, qui sont en fait des situations très difficiles pendant très longtemps, qui sont très exigeantes sur le plan émotionnel. En général, on a des symptômes qui sont un petit peu sur 3 dimensions. Donc, il y a un épuisement émotionnel, une dépersonnalisation et une diminution de l'accomplissement professionnel au travail. Ça peut se traduire par plusieurs symptômes. Ça peut arriver plus ou moins vite en fonction des personnes. Il n'y a rien qui est vraiment caractérisé et défini de façon stricte. On peut avoir plusieurs symptômes. Quand les gens arrivent chez nous, souvent ils sont dans un stress émotionnel qui est très profond. Ils ont fait déjà plusieurs médecins. Les médecins, ils ont diagnostiqué un syndrome anxieux, un syndrome dépressif. C'est assez compliqué à diagnostiquer. Ensuite, il faut diagnostiquer par le médecin généraliste. Moi, je suis médecin du travail, donc les personnes arrivent, après avoir été arrêtées par le médecin généraliste, ils arrivent en médecine du travail après plusieurs mois d'arrêt. Donc, le diagnostic est déjà fait. Une fois qu'ils sont arrivés chez moi, le diagnostic il est déjà fait. Mon travail consiste derrière à évaluer en fait ce qui se passe sur le lieu du travail, parce que je suis la seule personne qui a une vision sur le lieu du travail et qui a le droit de faire une visite sur le lieu du travail, parler avec les responsables sur le lieu du travail, parler avec la direction, parler avec la DRH pour éventuellement voir ce qui se passe sur le plan organisationnel et donner des conseils. Voilà, moi j'ai fini. Merci Siméona pour cette présentation sur le plan médical. Au cours des autres sessions, nous approfondirons tous ces éléments-là. Là, aujourd'hui, c'est la première présentation des signes cliniques avec cette triade dont vous avez parlé. On va donner maintenant la parole à Diane et à Florence. Je charge votre diaporama. Et je vous laisse présenter.
Oui, donc bonjour à tous. Donc, on va vous rappeler donc la notion de risques psychosociaux dans laquelle est intégré le burn-out d'un point de vue juridique. L'émergence du concept de burn-out dans la législation et l'arsenal législatif réglementaire. La définition juridique, est-ce qu'il y en a vraiment une qui est arrêtée? Et la reconnaissance dans le cadre de la maladie professionnelle. Et enfin, quelques exemples de jurisprudence. Alors oui, tout d'abord, c'était un bref rappel, mais qui nous semblait peut-être important pour certains d'entre vous qui n'auraient pas forcément fondamentalement le burn-out bien défini en tête. Juste rappeler qu'il relève de la notion des risques psychosociaux, les fameux RPS. Alors, on vous a mis la définition de l'INRS, évidemment, vous pouvez retrouver, puisqu'on pourra évidemment diffuser ce support. Mais pour vous rappeler voilà, que les risques psychosociaux, ça regroupe plusieurs notions et pas des moindres. Le stress au travail, notamment les violences internes commises au sein de l'entreprise et externes, commises sur les salariés par les personnes extérieures à l'entreprise, et puis surtout, celle qui nous occupe aujourd'hui, l'épuisement professionnel. Alors, cette notion de burn-out, là encore, ce n'est pas évidemment l'idée de vous faire un rappel historique. Il y a des gens bien plus compétents qui sont d'ailleurs ici à l'écran, qui font des livres avec des notions bien plus approfondies que ce qu'on a à vous faire, mais simplement pour vous faire rappeler quelque chose qui nous a semblé important, c'est que cette notion d'épuisement professionnel, donc c'est une notion médicale évidemment, qui a été mise en exergue dans les années 50 et développée ensuite en France, à l'étranger par les Américains notamment. Et puis, le côté administratif, le côté organisation internationale, c'est surtout le Bureau international du travail qui s'est pas emparé en tant que tel du burn-out avec une définition, mais simplement du stress comme pouvant être la maladie du siècle, qui a rappelé que c'était la maladie du siècle. Et c'est cette notion-là qui va permettre, notamment en France, dans plein de pays, mais en France, d'arriver progressivement à un millefeuille de textes, de chroniques, de projets de loi, de jurisprudence qui vont faire émerger un petit peu cette notion. Donc, on la voit en fait de façon plutôt indirecte dans les textes qu'on vous a rappelés. Donc, je passe très très vite parce que c'est pas le cœur du sujet aujourd'hui. Notamment, c'est tout ce qui est en marge et on l'a vu dans les RPS puisque c'est un des aspects du constitutif des RPS. Dans le harcèlement moral notamment, ou tout ce qui est prévention du stress au travail. Alors, la définition juridique, donc il n'y a pas de définition, comme on l'a dit, dans le Code du travail du burn-out, ça n'apparaît nulle part, ni d'ailleurs dans d'autres textes juridiques. Donc, c'est simplement la définition qui est donnée par le ministère du Travail et c'est là-dessus que nous, on se repose lorsqu'on reçoit un client. Donc, c'est tout symptôme médical non constaté lié au surmenage d'origine professionnelle, notamment en cas de pressions excessives. Donc, pour nous, cette définition, ça nous permet d'avoir des indices lorsqu'un client vient nous voir pour se dire, bon, bah voilà, il y a un surmenage, il y a une pression excessive, on est peut-être sur ce terrain-là. Bien sûr qu'on n'est pas médecin, donc on ne diagnostique pas, mais on va pouvoir orienter le salarié pour lui dire, allez voir un médecin, allez peut-être vous faire examiner parce qu'il y a peut-être quelque chose qui pourrait relever du burn-out. Alors, le burn-out, est-ce que c'est une maladie professionnelle? Alors, on pourrait dire que oui, puisque effectivement, par rapport à la définition qui est donnée par l'ARS, on nous dit que c'est en lien avec l'exécution du contrat de travail et des conditions de travail. Là-dessus, donc, pour petit rappel, donc il y a la loi sur la relance du dialogue social du 17 août 2015 et ses décrets d'application qui ont mis à disposition des salariés un nouveau mécanisme de reconnaissance de l'origine professionnelle de la pathologie psychologique, donc non désignée dans le tableau des maladies professionnelles. Et donc, le burn-out peut être pris en charge au titre de la maladie professionnelle, soit en cas de décès du salarié, mais soit dans le cadre d'une incapacité partielle de travail au moins égale à 25%. Et en plus de ça, il faut que soit démontré, établi, un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel du salarié. Donc, c'est le système de reconnaissance complémentaire qui est visé à l'article 461-1 du Code de sécurité sociale. Donc, concrètement, pour nous, en fait, la définition du burn-out, elle relève pour les avocats de ce que va pouvoir nous dire concrètement la commission régionale lorsqu'on fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle
ou pas. Voilà, donc c'est ce qui va pouvoir définir ensuite notre action à nous, avocats. Et dans les faits, il y a très peu de demandes de reconnaissance au titre de la maladie professionnelle qui est obtenue de la part du comité régional, donc ce qu'on appelle le CRRMP, donc c'est très très faible. Et on a relevé quelques raisons de ce faible taux de reconnaissance, de détection de cette définition du burn-out. Le burn-out n'est pas mentionné dans la classification des maladies internationales, le CMI, et il n'est donc pas non plus mentionné dans le tableau des maladies professionnelles visées dans le Code de la sécurité sociale. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, d'un point de vue juridique, eh bien, cette définition et le terme même de burn-out est très difficilement utilisé et quasiment jamais utilisé par les juridictions. Donc, effectivement, peu de reconnaissance. Le CRMPP, ce sont des chiffres qui sont un petit peu anciens maintenant, mais de mémoire, en 2016, il y avait eu 600 dossiers validés en tant que tel, donc le burn-out en qualité de maladie professionnelle, donc 600 sur évidemment des milliers de demandes, ça laisse un peu augurer le peu de dossiers qui passent à ce titre-là. Juste aussi pour mémoire, le burn-out n'est pas non plus qualifié en tant que tel d'accident du travail, hein, donc il y a bien une difficulté de taille pour le faire reconnaître comme maladie professionnelle, à l'aune également identique pour ce qui est de l'accident du travail. Un bref rappel aussi pour certains d'entre vous que le burn-out, qui est cet épuisement professionnel, est à évidemment distinguer du stress ponctuel au travail. Donc on vous a mis un schéma que d'autres ici maîtrisent évidemment sur le plan notamment médical bien mieux que nous. Mais voilà, rappelez que c'est une fois qu'il y a une résistance au travail qu'il y a malheureusement une phase d'épuisement pour les gens qui sont victimes de burn-out. Et enfin, pour terminer, donc pour bref rappel, la notion de burn-out, elle a été pour la première fois, elle est émergée donc par la cour d'appel de Versailles, dans la juridiction cour d'appel de Versailles, donc 9 mai 2012. Donc c'est quand même, ça commence à dater un petit peu, mais l'évolution est très très lente pour que véritablement on puisse, que les juridictions s'emparent de manière très concrète de cette notion. On a vu pourquoi. Et très récemment, la Cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 14 janvier 2021, a indiqué que le burn-out n'était pas considéré comme une maladie ni une lésion, mais un état psychologique. Donc, ça laisse augurer encore de belles évolutions devant nous et encore pas mal de contentieux, je pense, sur cette question. Puisqu'il n'y a pas de définition en tant que telle hein, dans le Code du travail, donc c'est normal que les juges soient avec des difficultés de taille pour justement bien faire émerger ces notions de burn-out et en raison aussi du lien avec la situation professionnelle qui est toujours si complexe à prouver d'un côté ou de l'autre, d'ailleurs côté salarié ou côté employeur en preuve négative. Nous allons terminer. Très bien. Très bien, merci beaucoup Diane et Florence pour cet exposé sur l'aspect juridique. Maintenant, je vais donner la parole à Xavier. Alors. Merci. Voilà. Merci. Oui, cette présentation, donc d'abord, effectivement, vous voyez que je fais partie avec ma structure d'Arnhem Conseil du réseau RPBO. Donc, juste pour rappel, hein, le réseau RPBO, c'est un réseau d'indépendants répartis sur toute la France qui vise à accompagner et aider les personnes en situation de burn-out, qu'elles nous arrivent par le biais direct de particuliers qui nous appellent, ou, et on a d'ailleurs un numéro de téléphone et une plateforme bénévole d'accueil téléphonique, ou les entreprises, personnes morales, qui peuvent aussi faire appel à nous pour accompagner leurs collaborateurs ou leurs collaboratrices. Et ça, dans le cadre donc, de la méthode RPBO, que vous n'aurez pas de mal à trouver sur le site internet auquel je vous renvoie. Alors, moi, pour commencer ma présentation, j'ai commencé par prendre quelques verbatims parce que l'idée de définir le burn-out, j'ai trouvé que c'était intéressant. Alors, j'ai commencé. Là, je vous présente des verbatims issus de la littérature, parce qu'il y a quelques livres sur le sujet, et je crois qu'à la fin de cette. On aura une petite bibliographie qui sera présentée. Donc, verbatim, j'ai la maladie du déni, c'est la maladie du XXIe siècle, c'est la chute, ou, de façon assez métaphorique et presque poétique, le chagrin d'honneur. J'aurais pu choisir des verbatims
directs de personnes que j'accompagne et vous dire, dans le cadre de leur témoignage, que certains me disent c'est la fin de mois, MOI, hein, pas MOIS, c'est la fin de mois, c'est je m'écroule, j'en peux plus. C'est toujours l'expression en termes de verbatim de très grande souffrance et Simeona en a parlé dans sa présentation d'ailleurs médicale tout à l'heure. Sur une définition, alors on parlait de définition managériale, RH tout à l'heure dans ton introduction, Sébastien. Donc, définition, effectivement, pour aller dans le sens de ce que disait Simeona, c'est un épuisement total, hein, physique, psychologique, émotionnel et physiologique. C'est le moment où tout s'écroule et c'est surtout la fin d'un process. On ne le dit jamais assez, un burn-out, c'est d'abord un process. Et c'est le process, effectivement, où face à des difficultés professionnelles, face à des pressions et à des événements professionnels, on a un certain nombre d'alarmes qui se déclenchent, qu'on n'écoute pas. Et au contraire, on va mettre en place des systèmes de résistance pour lutter face à ces alarmes et ne pas les voir et se dire, bah non, moi, je suis plus fort que ça. Et c'est ce qui nous mène à l'épuisement. Bref, c'est le résultat de ne pas avoir écouté les signes annonçateurs, nos fameux systèmes d'alerte. Les systèmes d'alerte, c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup en accompagnement en reconstruction post-burnout d'ailleurs, sur l'identification pour les personnes de quels sont leurs systèmes d'alerte. Les signes cliniques, je les avais mis et pour autant, juste en complément de ce que disait Simeona, et Simeona n'hésite pas à intervenir, effectivement, les signes cliniques, en fait, ils vont crescendo et on part de douleurs physiques, d'angoisse, d'insomnie et ça peut aller jusqu'à des phénomènes médicaux graves avec de la paranoïa, de la dépression grave, des bouffées délirantes. Moi, j'ai des personnes que je reçois qui ont des bouffées délirantes, donc ça peut être très, très impressionnant. Voire des désorganisations psychosomatiques. Je passe, hein, c'est plutôt du domaine de Simeona, mais je voulais mettre le doigt encore plus là-dessus. C'est aussi des séquelles, évidemment, hein, quand on fait un burn-out, les séquelles physiques et psychologiques, on en a parlé, qui peuvent être d'ordre de la mémoire, de perte de mémoire, de troubles du langage, et de tout un tas d'autres maladies. Là aussi, ça peut être très impressionnant. Je laisserai dans les débats Simeona aller plus avant on regarde sûrement des questions qu'on aura sur le sujet. Mais c'est aussi des séquelles professionnelles. Je change de carrière. Le taux de retour à la situation initiale est extrêmement rare quand on a fait un burn-out. C'est du chômage. Je perds mon job. C'est que je sois volontaire ou pas d'ailleurs dans ces situations. C'est la perte d'évolution professionnelle parce que les entreprises ou les organisations ne savent pas forcément comment gérer les situations et donc il y a des conséquences en termes d'évolution professionnelle. Ce sont aussi des séquelles sociales, d'isolement. Voilà un sujet sur lequel nous travaillons d'ailleurs, enfin je travaille beaucoup et je sais que mes homologues travaillent beaucoup aussi là-dessus avec les personnes qu'on accompagne, justement parce que pour réouvrir le champ en fait du tissu social et des activités, pour éviter l'isolement. C'est aussi des pertes financières, les arrêts maladie quand ils s'éternisent, et Dieu sait que, les statistiques, c'est pas Dieu n'a pas grand-chose à voir là-dedans, mais quand on est en arrêt maladie long, il y a des pertes de rémunération. Moi, j'ai des situations comme ça de personnes que j'accompagne qui perdent des sommes assez importantes au bout de X mois d'arrêt maladie et sont obligés de faire des sacrifices assez dramatiques ou en tout cas de devoir se serrer fortement la ceinture. Donc, des conséquences financières et des séquelles financières importantes, y compris d'ailleurs pour ceux qui changent de métier. Je change de métier, j'accepte l'idée que je vais peut-être gagner moins que ce que je gagnais. Après, c'est toujours une question d'équilibre. Le slide d'après, par contre, ce n'est pas quoi, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, on dit, qu'est-ce que c'est. Mais un burn-out, c'est aussi important, la définition, c'est ce n'est pas. Alors, ce n'est pas de la faiblesse ou de la fragilité. Contrairement à ce qu'on pense, les personnes qui font des burn-out sont les personnes les plus résistantes, les plus fortes. Parce que, justement, elles ont mis en place des systèmes pour résister à toutes les pressions, à toutes les alarmes, là où les autres lâcheraient finalement assez vite.
eh bien, ces personnes-là vont jusqu'au bout, en fait. Et donc, c'est pour ça que c'est la plupart du temps, ce sont des personnes très impliquées dans leur travail, avec de très fortes valeurs au travail. Ce n'est pas non plus des problèmes personnels. Alors, ça, voilà, le cliché de oui, bah, c'est sûr, notre organisation, elle a des difficultés, c'est sûr, le management, c'est sûr. Bon, il y a toutes les causes qu'on peut imaginer. Mais enfin, c'est pas de notre faute, c'est que la personne a des problèmes personnels. Non, on l'entend beaucoup, mais non, ce n'est pas des problèmes personnels. Et puis, c'est pas non plus la faute à pas de chance. Ça, je l'ai mis en clin d'œil au sens où bah, c'est forcément issu ou la conséquence de contexte et de facteurs professionnels. Et voilà, et du coup, c'est ce qui me fait le lien avec ce dernier slide sur l'origine professionnelle. La vie professionnelle, on a plusieurs périodes en fait à risque dans une vie professionnelle. Il y a évidemment tout ce qui touche la prise de nouvelles responsabilités, avec l'envie avec les nouvelles responsabilités de s'approprier vite, de s'approprier ces nouvelles fonctions. Les périodes de transition où on peut être comme ça entre deux organisations et avec un fort risque de burn-out, les prises de poste, les retours de longue absence, malheureusement. Les promotions aussi, on parlait tout à l'heure de forte valeur au travail, bah, avoir une promotion, c'est la tentation de s'épuiser pour justifier ou montrer qu'on était à la hauteur. Les changements réglementaires aussi. C'est la vie professionnelle, donc, mais c'est aussi des contextes d'origine professionnelle. Les exigences quantitatives qui changent en termes de résultats, de charge de travail, de rendement. C'est aussi sur les dimensions qualitatives, en termes de précision, de qualité attendue, de reporting. C'est organisationnel et réorganisationnel. Alors, je fais exprès de mettre organisationnel et réorganisationnel parce que on voit une tendance dans les organisations et dans les retours que je peux avoir de personnes que j'accompagne, une succession d'organisations comme ça et qui font qu'on perd le sens et on perd le fil et qu'on ne sait plus tellement dans quelle organisation on est. C'est aussi des contextes relationnels, alors relationnel, c'est tout ce qui va toucher par exemple à l'équipe et ou au management. Macroéconomique, évidemment, la santé économique, la concurrence, le rythme des innovations. J'entendais un discours il n'y a pas très longtemps d'un homme politique qui vient de créer un parti politique et qui disait on voit que ça va de plus en plus vite, le monde évolue de plus en plus vite, les innovations vont de plus en plus vite, il faut qu'on s'y prépare. Ok, alors on voit aussi poindre un message un peu différent en disant et si on s'arrêtait un peu qu'on ralentissait justement par rapport à toutes ces innovations, éviter de rentrer dans ce cercle toujours de courir après l'innovation. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette présentation et cette définition pour ma part de ce qu'est et ce n'est pas un burn-out. Merci beaucoup Xavier pour cette présentation, ainsi que Simeona, Diane et puis Florence. Nous allons maintenant passer à la partie questions-réponses. Donc vous avez la possibilité d'écrire vos questions dans la rubrique questions, plutôt que dans la rubrique chat, ce qui m'évitera de circuler entre les deux. Et puis, vous pouvez également liker les questions de manière à les renforcer, et je passerai en premier les questions qui auront été le plus likées pour que ça réponde au plus grand nombre de personnes.